des slogans, quels qu'ils soient. Il n'y a rien d'autre. La deuxième des choses qui est importante, c'est que vous dites qu'en novembre, on sentait qu'il y avait des ingrédients, mais je vais même remonter plus loin. Budapest, septembre 2011, 20, il faut savoir surtout, c'était dans l'air. Maintenant, moi, ma question, elle n'est pas celle-ci, je veux revenir au fond, parce qu'on peut se battre sur les détails, on ne va pas en sortir. Par contre, aujourd'hui, pourquoi vous avez l'impression que tous ces idéaux, eh bien, après les élections, eh bien, c'est pas du tout ça qui ressort des élections. C'est pas du tout ce que dit le peuple. Ben, il ne vous a pas suivi, le peuple. Si c'était aussi sûr que c'était un mouvement ouvrier, aussi sûr qu'on était contre le capitalisme, aussi sûr qu'on était contre l'impérialisme, avec un processus électoral après coup, vous auriez fait plus que les voix que vous avez faites. Et vous n'en avez pas fait beaucoup. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la force de mouvement a été d'être contre, comme je l'ai dit, et de n'avoir aucune idéologie qui portait. Le manque de leadership a été ce qui s'est passé après coup. C'est que ceux qui étaient sur le terrain et qui avaient une crédibilité historique dans l'opposition, c'est le cas de Narda en Tunisie, avec lesquels on peut être ou pas d'accord, mais personne ne peut aujourd'hui nier le fait qu'en termes, comme d'ailleurs vous avez payé de votre liberté et de votre personne l'opposition à Ben Ali. Ce qui n'est pas d'ailleurs le cas de tous les laïcs et ce n'est pas le cas de tous les islamistes. Et il y en a d'autres qui ont une crédibilité historique à l'opposition au pouvoir de Ben Ali. Les islamistes d'Ennahda ont payé ce prix-là. Et quand ils sont revenus avec une vision et une présence sur le terrain. Ce qui fait qu'à ce moment-là se construit la vision politique pour le futur. Mais ça, c'est post-soulèvement. Ça n'était pas le fondement du soulèvement. C'est venu après. Et si c'était pendant, et que vous continuez dans une attitude qui me paraît un tout petit peu romantique, comme ceci, oui, c'était contre l'impérialisme, puis après, qu'est-ce qu'on arrive, 1,5, 2,2%, on dit, bon, ben, attends, le peuple s'est sans doute trompé, il a été récupéré, ou alors, comme comment il s'appelle, Jean Daniel, du Nouvel Observateur, qui dit, Dieu a volé la libération, Dieu a volé la révolution au peuple. Comme si lui, il savait ce que le peuple voulait avant qu'on lui vole sa révolution. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ce sont ces projections? Je pense qu'il faut être un peu plus lucide de ce point de vue-là et se rendre compte que sur le plan du vrai débat démocratique aujourd'hui, en Tunisie comme d'ailleurs en Égypte, on est au cœur de la crise de la conscience arabe contemporaine. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui... Je voudrais dire un dernier mot, M. Tarek Ramadan. Je crois que vous êtes en train d'exagérer le rôle des cyberdissidents, des Américains, comme si les peuples arabes n'ont pas la capacité de... Non, excusez-moi. Parce que vous parlez de mais les cyberdissidents en Tunisie. Mais parlez-moi concrètement. Moi, j'ai parlé de slogans, vous me dites, ça va dans le sens de ce que vous avez dit. Non, ça ne va pas dans le sens de ce que vous avez dit. Parce que moi, j'ai dit que la révolution tunisienne lui manquait un programme national volé. Mais réellement, alors pourquoi ce peuple s'est révolté contre le premier gouvernement après Ghanouchi et a exigé une assemblée constituante? Il ne voulait pas de l'ancien régime. Il ne voulait pas des élections dans le cadre de l'ancienne constitution. Et pourquoi aussi ce peuple continue jusqu'à aujourd'hui? Partout dans le pays, il y a des mouvements sociaux. Ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas la première fois qu'il y a une révolution dans le monde. Et ils ont une certaine conscience. Ils ont une certaine conscience. Certainement, cette conscience ne s'exprime pas dans un programme national commun, mais il y a cette conscience. Et d'ailleurs, lorsque Feldman est venu, ça d'une part, d'autre part, pour les cyberdissidents, les Américains, les Américains. Mais c'est normal. C'est pour cela que vous invite à venir en Tunisie. Parce que moi, lorsque j'ai lu votre livre, effectivement, pratiquement, vous niez toutes les accumulations du mouvement populaire en Tunisie. Parce que depuis 2008, si les Américains, après à Varsovie ou à Budapest, ont remarqué qu'il y a possibilité de révolte en Tunisie ou en Égypte, c'est tout simplement... il fallait avoir du bon sens et comprendre qu'à partir de 2008 en Tunisie, il y avait un grand tournant. Il y a eu une révolte dans le bassin minier, dans le sud, qui a duré 6 mois. Après, il y a eu
d'autres révoltes dans certaines autres régions. Et la dernière révolte, c'était en septembre 2010, c'était à Benguerdel. Donc, à mon avis, il faut revenir à l'histoire réelle, aux luttes sociales, aux luttes politiques. Vous avez aussi oublié ce qui s'est passé au niveau politique en Tunisie. Depuis 2005, il y a eu une expérience très originale qui a aussi favorisé cette révolution. C'était le collectif 18 octobre, où il y a eu un rassemblement de toutes les forces politiques, aussi bien islamiques que de gauche, que nationalistes arabes, que libérales, et c'était quelque chose qui a favorisé cette révolution et aussi l'évolution au sein du syndicat, le seul syndicat en Tunisie, c'est-à-dire le GTT, et c'est pratiquement, il y a eu depuis 2009, il y a eu la naissance d'une opposition syndicale au sein du mouvement culturel, ce qui fait... Géopolitique. Les choses, est-ce que les gouvernements qui vont être élus, est-ce qu'ils vont réellement garder la situation telle qu'elle est, ou bien essayer de modifier en quelque sorte en répondant à une demande populaire, c'est-à-dire mettre fin à cette humiliation continue. Sur qui sur ceux qui ont dit ça? Attendez. Moi, je fais s'il vous plaît. En tant que ma seule question est de dire pourquoi, à un moment donné, ma seule question est de dire pourquoi, à un moment donné, ça n'a pas marché, et américaine devait changer au Moyen-Orient pour des raisons objectives. La première, c'est qu'effectivement, on savait, et les premières discussions, vous savez, les discussions qu'il y a eu entre le département d'État américain et les opposants tunisiens, en particulier certains islamistes, ne datent pas d'après la Révolution, ils ont précédé. Vincent Gesser met ça très bien en évidence, mais ce n'est pas le seul. Aux États-Unis, vous avez des textes qui mettent en évidence et des articles qui ont été publiés dans Foreign Policy qui mettent en évidence des relations. Pourquoi ? Parce que le régime était en bout de course, l'homme était non seulement malade, mais sa succession était problématique pour les intérêts occidentaux dans la région, et en particulier également pour la France. C'est la même chose avec Moubarak et son fils. Très dangereux, le fils Moubarak. Gamal Moubarak posait de grosses questions à l'administration américaine parce qu'il était à la tête de 60% des grandes entreprises et qu'il commençait à dealer avec la Chine. Or, la Chine, dans les 10 dernières années, a multiplié par 7 sa capacité d'entrisme économique dans le Moyen-Orient. Donc là, on est dans quelque chose qui est une nécessité objective de changer de politique régionale. Et pourquoi fallait-il changer de politique régionale? Pour ceci, mais également parce qu'il y a au Moyen-Orient l'intervention de nouveaux acteurs. Ils sont au nombre de 5 majoritairement. Le principal est effectivement la Chine. Ensuite, vous avez l'Inde. Ensuite, vous avez la Russie. Vous avez l'Afrique du Sud qui joue un rôle tout à fait intéressant dans le déplacement sur le Sud et sur l'Est. Et puis, vous avez la Turquie. La Turquie qui est devenue, depuis qu'on ne veut plus d'elle en Europe, eh bien, elle est devenue une force économique avec une influence tout à fait intéressante. Je vous rappelle que dans les 4 dernières années, la Turquie a ouvert 37 ambassades en Afrique. Déplacement sur l'Est, déplacement sur le Sud. Et elle intervient, d'ailleurs elle a elle-même, et on me l'a dit au plus haut niveau de l'État turc, formé un certain nombre de jeunes tunisiens dans tout ce qui concerne le facteur de transition vers la démocratie. Donc vous avez une implication de nouveaux acteurs. La multipolarisation est un des facteurs qui va être déterminant. Alors ça, c'est un deuxième facteur. Le troisième, c'est que, attention, c'est pas parce qu'on a de nouveaux acteurs que ça va forcément être plus démocratique et moins impérialiste. Je veux dire que moi, me vendre le capitalisme asiatique est un capitalisme comme l'autre capitalisme. Le capitalisme chinois est un capitalisme. C'est aussi une exploitation. C'est aussi une façon de ne pas reconnaître la dignité des peuples. Quand on envoie les gens qu'on envoie en Afrique comme des travailleurs et des esclaves chinois, parmi eux certains condamnés à mort, c'est pas le modèle pour lequel je donnerai ma vie, le capitalisme chinois. Se rendre compte d'une chose, et Israël également. Et c'est ça un des enjeux. C'est que avant-hier, ou il y a 3 jours, j'étais sur Sky News et on nous posait la question sur cette question-là et on nous disait
est-ce que les frères musulmans ou Ennahda vont respecter les accords? Comme si, pour montrer qu'ils étaient civilisés, la première des choses qu'il fallait faire, c'est surtout pas toucher aux accords avec Israël. Et évidemment, les islamistes sous pression disent on ne touchera pas. Ok, vous n'allez pas toucher. Mais si on est dans un système démocratique, et si le peuple, effectivement, vous dit aujourd'hui que la politique israélienne est une politique d'oppression, que cette politique-là, elle joue avec le mot processus de paix en continuant une colonisation. Si vous êtes dans un vrai processus démocratique, vous devez écouter le peuple. Vous devez remettre en cause des accords qui sont fondés sur l'oppression du peuple palestinien et la poursuite de la colonisation. Aujourd'hui, les deux États n'existent pas. Donc, ce que j'entends les voix pour apaiser l'Occident, on va dire maintenant, les peuples arabes sont d'accord sur une chose, l'opposition à la politique israélienne. Donc soit vous les entendez, et vous, en tant que Premier ministre ou ministre des Affaires étrangères britannique, vous faites pression sur Israël pour qu'elle change sa politique d'oppression, soit vous n'êtes pas sérieux avec la démocratie. Vous demandez à des gens élus démocratiquement de ne pas écouter démocratiquement la voix de leur peuple. Donc ça ne peut pas être. Voilà des positions qui, pour moi, commencent à être les vraies questions de l'avenir par rapport à la question israélo-palestinienne, les nouveaux acteurs économiques, et puis une autre chose qui est un débat que vous avez, si je peux me permettre juste de terminer là-dessus, c'est le choix. Je crois à l'énergie populaire. D'autre part, vous nous parlez toujours de ces réunions américaines avec les cyberdissidents. Je vais vous dire quelque chose que les cyberdissidents dont vous parlez n'ont joué aucun rôle en Tunisie. Même au niveau de relais médiatique, c'était des militants de parti, c'était des militants associatifs. Et sur le terrain, ce n'était pas aussi des cyberdissidents qui ont dirigé ce mouvement populaire. La première femme, Sidi Bouzid, qui a appelé les gens à descendre dans la rue, peut-être qu'elle ne sait même pas utiliser un portable. Elle dit une femme de 70 ans, je crois. Donc, à mon avis, si on croit vraiment à l'énergie de ce peuple, on doit analyser concrètement les luttes sociales et les luttes politiques qui ont mené à ces révolutions. Ce ne sont pas les Américains qui ont décidé ces révoltes ou ces soulèvements, comme vous les appelez. Ce sont essentiellement des facteurs internes. Mais ça va de soi que les Américains, les Français, les Chinois, les Russes essaient de récupérer. Et là se pose la question des directions de ces révolutions. Est-ce qu'il y a des directions qui sont capables de mener ces révolutions jusqu'au bout, de garder leur autonomie, ou est-ce qu'il n'y a pas ces directions et il y a de toutes les façons des dirigeants politiques, des dirigeants de mouvements politiques qui sont prêts pour la négociation, ou plutôt, je dirais même pour la collaboration, et même pour nier les revendications qui ont été portées par ces révolutions. Et ce n'est pas la première fois que ça se passe de cette manière-là. En Tunisie, le processus continue. Et effectivement, au sein de la révolution tunisienne, aujourd'hui, il y a deux courants très importants. Je ne vais pas vous répondre concernant le résultat de ces élections, parce que les élections en Tunisie, c'est vrai que le PCOT n'a eu que 1,32%. Mais je veux vous dire quelque chose, ça a son explication. Ce n'est pas parce que le PCOT représente un petit groupe issu de l'extrême gauche. Même les islamistes en Tunisie reconnaissent le PCOT comme un parti incontournable depuis la période de Bourguiba. Il ne faut pas oublier aussi le rôle de l'argent dans ces élections, le rôle aussi de manque effectivement de conscience politique, le rôle joué par les médias et le rôle joué par les États-Unis et par l'Europe dans ces élections. Je ne vais pas parler de ça puisque ce n'est pas le sujet de notre... Si on est passé sur le plan géostratégique. Limitée a été réduite au seul problème intérieur de la Tunisie. M. Tarek Ramadan disait qu'il n'y a pas eu de slogan anti-américain ou anti-français parce qu'on ne voulait pas dépasser le cadre d'une opposition.